Bienvenue à Question Directe. Nous sommes aujourd'hui avec M. Madani Tall. M. Madani Tall a été représentant de la Banque mondiale au Sénégal, un peu partout en Afrique, un économiste émérite, spécialiste de l'agriculture. M. Madani Tall aujourd'hui est en retrait. Il dirige un cabinet conseil qui s'appelle MMT, Madani Macky Tall Conseil Stratégie. M. Tall, merci d'avoir accepté notre invitation. Le Sénégal, le débat depuis quelques jours, c'est le plan Sénégal émergent. Le plan Sénégal émergent, pour vous, ça signifie quoi? Bon, merci d'abord de cette invitation. Je pense que tout pays se doit d'être ambitieux. Le Sénégal, je pense, s'est doté d'un plan Sénégal émergent, effectivement, qui trace un peu les grandes orientations pour son futur développement. Je pense que c'est une bonne chose. Ça décline une vision qui semble être cohérente. Ça décline des secteurs qui sont porteurs de croissance. Et je pense que ce plan a fait l'objet d'un soutien, d'après ce que j'ai entendu, je n'étais pas à Paris récemment au groupe consultatif, mais d'un soutien assez enthousiaste de la part des partenaires du Sénégal. Maintenant, il va falloir aller à la mise en œuvre et à la mise en œuvre effective de ce plan pour créer pleinement, je dirais, les conditions de réussite et apporter le développement qui est décliné en tout cas sur papier dans ce plan. Dans ce genre de plan, si on le présente au groupe consultatif, qu'est-ce qui peut être déterminant pour que les bailleurs de fonds décident de mettre de l'argent? Vous savez, les bailleurs de fonds en général, quand on arrive à un groupe consultatif, alors il y a deux résultats possibles. De toute façon, le plan n'est jamais rejeté. Parce que bon, quand on arrive à ce stade, c'est qu'il y a eu quand même des consultations en amont, notamment dans le pays, avec les représentations des bailleurs de fonds, avec la société civile, avec le secteur privé. Donc on arrive quand même avec un document qui semble faire l'objet d'un consensus général. Maintenant, les bailleurs de fonds peuvent soutenir le plan du bout des lèvres, avec des formules diplomatiques, ou de façon enthousiaste, en mettant sur la table, en tout cas, des engagements financiers très concrets. Je crois savoir que ça a été le cas, en tout cas, à Paris récemment pour le dernier groupe consultatif du Sénégal. Je pense que le Sénégal était parti pour mobiliser plus de 1800 milliards de francs CFA. Je pense que ça a été fait. Et les chiffres qui sont annoncés ici et là, en tout cas dans la presse, semblent dire que les mobilisations sont allées au-delà des financements qui étaient escomptés. Maintenant, les annonces, c'est une chose. La mobilisation effective de ces ressources, c'en est une autre. Et l'utilisation rationnelle de ces ressources, une fois qu'elles sont mobilisées aussi, est un défi. Donc je pense que c'est dans la mise en œuvre de ce plan, dans la mobilisation de ces ressources et dans l'utilisation rationnelle de ces ressources pour les objectifs qui étaient visés, qu'il va falloir être vigilant afin effectivement qu'on puisse soutenir le secteur agricole comme cela a été dit, qu'on puisse soutenir le tourisme, qu'on puisse soutenir les nouvelles technologies de l'information, qu'on puisse créer un cadre cohérent qui permet au secteur privé de s'épanouir, de créer des emplois, parce que c'est le secteur privé, les PME qui créent des emplois, c'est pas l'État, c'est pas le gouvernement. Donc je pense que tout ceci, au-delà des annonces de Paris, il faudra rester mobilisé. Pour beaucoup de Sénégalais, c'est comment faire pour mobiliser effectivement cet argent. On a vu Idrissa Seck, quand le Premier ministre est parti chercher de l'argent, on avait annoncé des milliards de francs CFA, à Guillaume Soumaré, même chose. Aujourd'hui, le gouvernement est parti avec le président Macky Sall. Comment peut-il mobiliser effectivement cet argent? Écoutez, moi j'ai une petite expérience quand même sur les groupes consultatifs, j'en ai fait plusieurs. Le dernier, il y a un an pour la Côte d'Ivoire, on a mobilisé quand même des ressources colossales pour ce pays qui est en train de se reconstruire et de renaître. Encore une fois, les documents, les réflexions, on sait le faire en Afrique. Le PSE n'est pas le premier document stratégique élaboré au Sénégal. Il y a eu la SCA, il y en a eu d'autres. Effectivement, le défi, je pense le défi majeur, est la traduction de ces documents et de ces stratégies en actions concrètes qui parlent aux populations. Les populations, un PSE, c'est un slogan. Les populations veulent de l'eau, veulent de l'électricité, veulent des salles de classe pour leurs enfants, veulent des produits de consommation à des prix raisonnables, veulent la sécurité, la paix, etc. etc. Donc tout ça doit se retrouver dans un plan stratégique en termes d'énoncés, mais en termes de réalisation de ces énoncés, je pense que c'est là que le travail commence, à mon avis. Alors, comment mobiliser ces ressources? C'est vrai que les bailleurs de fonds donc, prennent des engagements. C'est des engagements. À Paris, rien n'a été décaissé à Paris. À Paris, les bailleurs de fonds ont pris des engagements.
en disant voilà, nous vous avons écouté, nous sommes convaincus de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu. Nous pensons que nous pouvons vous soutenir et voilà, sur les 3-4 prochaines années, voilà les financements que nous sommes prêts à mobiliser pour les mettre en face de ce plan, de vos stratégies, etc. Donc ça, c'est un peu l'approche des bailleurs de fonds. Maintenant, pour chaque projet, pour chaque financement, il va falloir aller négocier avec ces bailleurs de fonds, discuter. Il y a des missions qui vont arriver au Sénégal, certaines à Dakar, d'autres à l'intérieur, en fonction du projet, du type de projet. Et puis ces discussions vont se faire entre les services du gouvernement, les différents ministères techniques, le ministère des Finances. Et je pense que la mobilisation effective va dépendre de la qualité des projets qui sont soumis en face de ces engagements. Ça sera comme ça au Sénégal, ça a été comme ça en Côte d'Ivoire, c'est comme ça un peu partout. Voilà, donc je pense qu'il y a un décalage dans le temps entre les effets d'annonce. Okay, on peut s'en féliciter, parce qu'effectivement, si on avait eu des annonces beaucoup plus faibles, on se serait inquiété. Donc les annonces sont conformes aux attentes donc, du gouvernement sénégalais, et pas seulement le gouvernement, puisque le gouvernement était accompagné, à ce que je sache, par le secteur privé, par la société civile. Donc c'est vraiment tous les segments de la société sénégalaise qui étaient à Paris pour défendre le PSE. Maintenant, de retour à Dakar, il va falloir se mettre autour d'une table, systématiquement, secteur par secteur, pour essayer de mettre en face donc, de ces annonces qui ont été faites par les bailleurs de fonds, des projets qui sont des projets cohérents, qui sont des projets rentables, qui sont des projets soutenables, qui sont des projets qui émanent véritablement des besoins des populations et pas des projets qui ont été concoctés pour le plaisir d'un ministère ou d'une administration. Et c'est là que les bailleurs de fonds vont concrètement financer, mobiliser les ressources, procéder au décaissement de ces ressources ou réduire peut-être les enveloppes parce que les projets qui sont présentés ne sont pas des projets, à leurs yeux, qui sont des projets viables ou qui sont des projets soutenables. Donc il y a encore une démarche, il y a encore un travail complémentaire, je pense, qu'il faudra faire. Tout le monde connaît le processus au Sénégal. Le Sénégal n'est pas son premier groupe consultatif. Donc nous souhaitons juste que cette fois-ci, les équipes soient mieux préparées. En tout cas, peut-être qu'elles ne l'ont été par le passé. Mais c'est ça justement l'inquiétude de la plupart des Sénégalais, parce que les populations, dans leur imaginaire, quand on parle de 3 000 et quelques milliards de francs CFA, elles ont l'impression que le président débarque avec son avion, avec des caisses d'argent, que tout de suite les problèmes seront réglés. Bon, ça, je pense que c'est une question de communication. Je pense qu'on peut se satisfaire effectivement du soutien enthousiaste qui a été manifesté à Paris. C'est une bonne chose. Il faut le partager avec les populations. Mais je pense qu'il faut aussi dire aux populations que cet argent ne vient pas du jour au lendemain, qu'il y a encore des efforts complémentaires à faire et que même si cet argent venait, pour construire une salle de classe, ça prend du temps. Pour construire un dispensaire, ça prend du temps. Il faut faire des appels d'offres. Si on veut rester transparent, si on veut faire les choses correctement, on ne peut pas faire de gré à gré, on ne peut pas du jour au lendemain donner un marché à un ami pour construire une classe en 2 jours. Donc c'est des processus qui prennent du temps. Je pense que ce qui est important, et les populations sont raisonnables, quand les populations savent que l'argent est bien dépensé, quand les populations savent que les projets sont des projets de qualité, que les écoles qui vont être construites sont des écoles de qualité, je pense que les populations sont patientes. Là où les populations s'inquiètent, ou en tout cas ne sont pas, disons, montrent leur mécontentement, c'est quand on annonce des choses qui n'arrivent jamais, ou quand on met à leur disposition des infrastructures qui ne sont pas de qualité. Parce qu'effectivement, il y a eu des magouilles, parce qu'il y a eu de la surfacturation, parce qu'on a voulu économiser sur un certain nombre de dépenses, etc., etc. Là, effectivement, les populations réagissent mal. Mais partout où moi je suis passé, les populations en Afrique sont raisonnables. Les populations, il ne faut pas leur mentir, c'est des adultes, c'est des gens à qui on peut parler en disant voilà, nous avons mobilisé des financements, ces financements vont prendre tant de mois à être mobilisés parce que nous devons préparer des projets, nous devons discuter ces projets avec vous, nous devons savoir si l'école on l'a fait ici ou on l'a fait là, et ça prend du temps. Et une fois qu'on a fait tout ça, il faut faire des appels d'offres, il faut ouvrir ces projets à la concurrence, il faut aller vers le mieux-disant, etc., etc. Donc tous ces processus ne peuvent pas se faire en 2 jours. Donc entre l'annonce à Paris au retour de la délégation officielle et la mise en œuvre effective donc, de ces projets sur le terrain, je pense qu'il y a un temps qui s'écoule, qui est tout à fait normal, mais il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer aux populations. Et souvent, cette communication, je pense, il y a un relâchement, si vous voulez, au lendemain de ce genre d'événements. Voilà, il y a un relâchement et on ne communique plus tellement sur la succession d'événements
que l'on doit mettre en place pour arriver au finish, à la salle de classe dont je parlais ou au dispensaire qui répond aux préoccupations des populations. L'autre grande question aussi, c'est les conditionnalités que pour les bailleurs de fonds pour décaisser cet argent. On a vu que récemment en Ouganda, la Banque mondiale a annulé le financement parce que le gouvernement ougandais a interdit l'homosexualité. Et ça, de plus en plus, c'est des discours qu'on met dans les conditionnalités. Je ne suis pas sûr que ceci soit une conditionnalité du groupe de la Banque mondiale. En tout cas, j'étais à la Banque mondiale il y a encore quelques semaines. Je n'ai jamais entendu qu'un financement avait été stoppé pour ce genre de raisons. Vous savez, sur les conditionnalités, il y a à boire et à manger. Il faut comprendre qu'un bailleur de fonds, il doit répondre aussi à ceux qui lui donnent des ressources. N'oubliez pas quand même que les pays qui donnent de l'argent, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit la Banque africaine de développement, à Paris, tous les donateurs qui étaient autour de la table, c'est des gens qui sont en train de mobiliser de l'argent pour le Sénégal au moment où dans leur pays, on met les gens au chômage, au moment où dans leur pays, la croissance fait moins d'1%, au moment où dans leur pays, ils sont en train de faire des coupes sombres sur leurs propres administrations, leurs propres dépenses publiques, etc. Donc c'est quand même normal qu'il y ait un certain nombre d'exigences. Quand des ressources sont mobilisées, les bailleurs de fonds veulent s'assurer que ces ressources seront bien dépensées, comme je dis, sur des projets qui sont des projets viables, des projets porteurs, que ces projets vont répondre aux préoccupations des populations. Est-ce qu'au Sénégal, la priorité, c'est de donner l'électricité aux gens ou de développer le secteur agricole? Ou est-ce que c'est de faire, je ne sais pas moi, de la physique nucléaire? J'en sais rien. Donc c'est ce genre de questions aussi qu'il faut se poser. Et si on traduit ça comme une conditionnalité, ben, c'est une conditionnalité. Mais je pense que c'est une conditionnalité qui est légitime. Celui qui donne l'argent, si vous allez voir votre banquier ici, il vous dira j'ai besoin de votre contrat-bail, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Il veut s'assurer que vous avez effectivement un terrain sur lequel vous allez construire. Alors pourquoi dans ce cas de figure, ça ne vous paraît pas quelque chose d'anormal? Et quand un pays va demander de l'argent à des donateurs qui, eux, doivent rendre des comptes à leurs constituantes, comme on dit, à leur population, on trouve ça anormal. Ceci dit, je suis d'accord, ces conditionnalités doivent être discutées. Ces conditionnalités doivent être agréées. Voilà. Parce qu'un gouvernement se doit de dire ça, je peux remplir ces mesures-là, ça, je ne peux pas. Voilà, je suis prêt à remplir ces conditionnalités. Ben, en face, il y aura des ressources. À cette conditionnalité, je ne peux pas parce que ça peut me poser des problèmes politiques. Par exemple, je ne peux pas augmenter les prix de l'électricité à 2 mois des élections, etc. etc. Ça, c'est le genre de conditionnalités aussi qui sont discutées. Et les bailleurs de fonds, je pense aujourd'hui, en tout cas la plupart des bailleurs de fonds sérieux, prennent en compte ce genre d'échange. Parce que personne ne souhaite qu'il y ait dans des pays des révolutions, l'instabilité, la guerre, etc., etc. Donc il y a des moments où il faut se mettre autour d'une table avec les autorités pour discuter en partenaire, en disant moi voilà, je vais mettre de l'argent à votre disposition, je veux m'assurer que ces ressources sont bien utilisées. Le partenaire dit écoutez, nous on veut bien utiliser ces ressources, mais ce que vous nous demandez maintenant, nous ne pouvons pas le faire. Nous arrivons à la saison des pluies, il y a des élections dans 6 mois, le pays vient de sortir d'une sécheresse, etc., etc. Donc c'est ça le dialogue entre partenaires. C'est ce que le dialogue... Mais de plus en plus, ils introduisent ce qu'ils appellent le respect des minorités. Oui, et c'est normal. Vous savez, on est dans des situations quand même où c'est pas parce qu'il y a une majorité que la minorité doit être mise à l'écart. C'est tout à fait normal. La minorité, elle peut être religieuse, elle peut être ethnique, elle peut être économique, elle peut être sociale. Maintenant, chaque pays a ses spécificités. Sexuelle aussi. Bon, ça, écoutez, moi je dis, les pays ont quand même le droit, les pays ont leurs pratiques. Okay? Je pense qu'il faut respecter la sociologie ambiante au niveau du pays. Je ne peux pas aller chez les gens et imposer mes vues. Je pense que c'est des choses qui se discutent. Il y a quand même un minimum, je pense, de droits sociaux sur lesquels je pense qu'il y a une certaine universalité. Aujourd'hui, l'esclavage, c'est quelque chose qui est dénoncé partout. Vous ne pouvez pas dire, moi, je ne suis pas content de cette personne, son visage ne me plaît pas, je vais lui mettre une balle dans la tête. Que vous soyez en Afrique, aux États-Unis, en France, c'est un crime. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a quand même une certaine universalité sur certains droits. Maintenant, les pays ont aussi leurs spécificités, les pays ont leur sociologie, je pense qu'il faut respecter. Il y a des pratiques religieuses, culturelles qu'il faut respecter. Moi, je ne veux pas aller aux États-Unis imposer certaines règles. Je suis d'accord que ce n'est pas normal que certains pays viennent en Afrique
pour imposer leurs vues qui ne sont pas conformes aussi à notre sociologie ambiante. Ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais c'est des choses qui se discutent. Et je ne crois pas que ces choses-là doivent être captées à travers des conditionnalités de projets. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Et je ne crois pas que ça a été le cas, en tout cas pour la Banque mondiale. Vous savez, il y a beaucoup de sensationnel autour de ces choses-là. Et on ne peut pas croire tout ce qu'on lit dans les médias aussi. Je pense qu'il faut faire attention, vous êtes le premier à le dire. Aujourd'hui, je veux faire écrire quelque chose dans les journaux, je donne 30 000 francs à n'importe quel petit journaliste, on me met ce qu'on veut. Ça, c'est pas de l'information. Donc il y a aussi beaucoup de désinformation, il y a beaucoup de sensationnel et je pense qu'il faut rester prudent par rapport à ces choses. Ce sont des questions difficiles, je pense qu'il faut les analyser froidement. Je pense que c'est dans le débat et dans les échanges que ces choses trouvent des solutions, ou en tout cas que les positions des uns et des autres peuvent se faire respecter, mais ce n'est pas par la conditionnalité, la menace, la peur qu'on arrive à instaurer, si vous voulez, des valeurs sur la durée. Dans ce plan Sénégal émergent, le gouvernement a mis l'accent comme premier point, l'agriculture. Vous êtes spécialiste de l'agriculture, économiste. Sur quoi peut-on s'appuyer pour que l'agriculture africaine, surtout sénégalaise, puisse s'en sortir? Parce qu'on regarde un peu dans la sous-région, le Mali, le Burkina Faso, ils arrivent quand même tant bien que mal à nourrir leur population. Alors le Sénégal a de vastes étendues de terre, les gens continuent à importer les denrées alimentaires. Des fois, la facture va jusqu'à plus de 600 milliards de francs CFA par an. Écoutez, moi je reviens au Sénégal après 5 ans d'absence quand même. Donc mon information n'est peut-être pas à jour, mais il me semble que le secteur agricole au Sénégal a toujours été un secteur porteur, en tout cas qui potentiellement pouvait résoudre un certain nombre de problèmes, non seulement en termes de sécurité alimentaire pour les populations, mais même en termes de potentiel d'exportation. Au Sénégal, vous avez la vallée, vous avez des terres fertiles, vous avez quand même un savoir-faire en matière d'agriculture. Ce pays a été un des premiers sur la côte ouest africaine à exporter des produits horticoles, c'est-à-dire des fleurs, des produits de maraîchage. Donc il y a un savoir-faire en agriculture. On sait faire l'agriculture au Sénégal. Okay? Maintenant, la question qui se pose, qu'on peut se poser, est-ce que les réformes qui devaient être menées en termes de prix rémunérateurs pour les paysans, par exemple, en termes de subventions qui étaient des subventions peut-être qui n'étaient pas les mieux orientées. J'étais au Sénégal il y a quelques années, il y avait des protections sur l'huile. On protégeait la Sonacos, mais au dépens, si vous voulez, de 11 millions de Sénégalais. Est-ce que toutes ces questions, ces réformes qui méritaient d'être prises pour que le secteur agricole puisse véritablement s'épanouir, est-ce que ces réformes ont été prises? Je ne sais pas. Donc je vous le dis, moi j'ai quitté le Sénégal il y a 5 ans. Mais je pense que c'est ça les questions fondamentales qu'il faut se poser. Sinon c'est clair que le potentiel est là, le savoir-faire est là, les terres sont fertiles, il n'y a pas de raison que le Sénégal ne puisse pas produire le riz pour se nourrir. On n'a pas 150 millions d'habitants au Sénégal. Il y en a 12, 13, peut-être 14 millions pour ceux qui font les plus ambitieux. Donc voilà, la question je pense elle est là. Quelles sont les réformes urgentes, structurelles qu'il faut mettre en place dans le secteur agricole pour que les gens aient non seulement envie de faire de l'agriculture au Sénégal, mais envie de faire de l'agriculture qui puisse créer de la richesse nationale, qui puisse s'exporter, et de l'agriculture qui permet aux Sénégalais de se nourrir. Je pense que c'est ça la question fondamentale. Ce secteur est important, je pense qu'il faut se poser les vraies questions, il faut faire le bilan de ce qui a été fait. Il y a eu beaucoup d'investissements dans le secteur agricole, notamment dans la vallée. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi le Sénégal importe encore du riz? On peut se poser la question. Pourquoi le Sénégal importe de la viande alors qu'il y a des pâturages dans les zones du Nord, etc. etc. Pourquoi l'arachide du Sénégal est vendu systématiquement sous forme d'huile à l'extérieur? On achète de l'huile de palme de qualité moyenne qu'on transforme sur place et qu'on vend au Sénégal. Ça, c'est des questions de fond, je pense qu'il faut se poser. Et tant qu'on ne se posera pas ces questions de fond, je pense qu'on sera à peu près à la même situation. On reviendra, on va effectivement dire que l'agriculture c'est important, on va développer l'agriculture, mais on sera dans des schémas qui nous donneront à peu près les mêmes résultats. Parce que tout ce qui a été dit ici, l'a déjà été. Je veux dire, c'est pas le PSE n'est pas le premier document à mettre en évidence l'importance du secteur agricole. On a réfléchi sur beaucoup de choses au Sénégal, mais le problème c'est la mise en œuvre effective, que les décisions qui sont prises, les réflexions qui sont faites soient appliquées réellement, concrètement. Je pense que c'est le cas pour l'agriculture, c'est certainement le cas pour d'autres secteurs. Encore une fois, les stratégies, une bonne stratégie, ça reste un document, tant qu'on ne la met pas en œuvre. Donc c'est encore une fois dans la mise en œuvre que les défis... Mais pourquoi un problème de mise en œuvre? Parce que, bon,
à mon avis, je pense qu'il y a toujours un problème de mise en œuvre parce que c'est dans la mise en œuvre qu'on commence à voir les contradictions entre ceux qui veulent les réformes, ceux qui ne veulent pas les réformes, ceux qui ne veulent pas les réformes. Pourquoi ces personnes ne veulent pas les réformes? Parce que souvent, il y a des situations de rente, il y a des questions de gouvernance, etc. etc. Mais une réforme, il y a des gagnants, il y a des perdants. Je pense que quand une réforme profite à la majorité de la population, à mon avis, c'est une bonne réforme, quitte à faire payer le prix par quelques individus, quelques dizaines d'individus, pour qui il faut aussi trouver des solutions sociales. Mais je pense qu'on ne peut pas pénaliser, par exemple, je le disais, la majorité de la population, parce qu'on veut contenir les situations de rente pour quelques individus. Et vous verrez, en général, en Afrique, pas seulement au Sénégal, c'est là le problème. Les réformes les plus difficiles, c'est les réformes en général qui concernent une minorité de la population. Quand on parle des hôpitaux, quand on parle si vous regardez le budget, les affectations budgétaires sur les hôpitaux, par exemple, sont beaucoup plus importantes. Dans certains pays, 90% des budgets du ministère de la Santé qui sont sur les hôpitaux. Mais les hôpitaux touchent 3, 4, 5% de la population. Mais les hôpitaux sont dans les capitales, dans les grandes villes, la symbolique autour des hôpitaux est importante. Donc il faut préserver ces choses-là. Mais personne ne met de l'argent, par exemple, dans les formations sanitaires à la base, dans les villages, dans les communes rurales, etc. etc. Alors que la majorité est là. Mais si vous voulez toucher au budget des hôpitaux, ou au statut des pharmaciens, ou au statut des médecins, ou si vous voulez affecter des gens dans les villages, je vous dis, vous avez tous les problèmes du monde, parce que c'est là que les syndicats sont les plus forts, c'est là que la presse vous tape dessus, etc., etc. Donc souvent pour les gouvernements, c'est difficile de faire ces réformes. Et ça, c'est une réalité. Mais je pense qu'il faut aujourd'hui des gouvernements courageux. Il faut, dans le débat, il faut expliquer pourquoi il faut faire ces réformes-là. Quel est l'intérêt? Je pense qu'il faut communiquer sur les réformes. Parce que quand on communique sur les réformes, je pense même ceux qui sont de mauvaise foi, au moins voient l'argumentaire, l'évidence de l'argumentaire, et c'est difficile pour eux de défendre des positions qui ne sont pas défendables. Voilà. Donc c'est un peu la question de poursuivre les réformes, parce que je dirais c'est quand même à travers les réformes qu'on a des acquis que l'on peut pérenniser, plutôt que de faire corriger des dysfonctionnements par d'autres dysfonctionnements temporaires, si vous voulez. Les prix ont augmenté, donc on va vous faire des cellules de contrôle de prix, etc. pendant un certain moment, et puis après, bon, tout le monde sait que ça ne marchera pas longtemps, on revient à la situation que de voir pourquoi les prix ont augmenté, quelle est la structure des prix, quel type de réforme, est-ce que c'est parce que les taxes sont plus importantes, est-ce que c'est parce que le transit coûte cher, est-ce que c'est parce que les conteneurs restent plus longtemps au port, est-ce que c'est parce qu'il y a des frais de manutention qu'on pourrait gommer, etc. Cette analyse-là n'est pas faite, je pense, de façon systématique, pas seulement au Sénégal, mais en tout cas dans la plupart des pays que je connais. Vous l'avez dit tantôt, les gouvernements font face souvent à certaines minorités qui accaparent des choses, une sorte de mafia qui gère ses propres intérêts. Est-ce que les gouvernements ont l'audace justement d'amener ces réformes pour des gouvernements souvent qui calculent la prochaine élection? Écoutez, c'est une réalité. Moi, je ne suis pas politique, mais bon, c'est clair que ceux qui sont politiques ont certainement des réflexions qui ne sont pas les mêmes réflexions que vous, que moi, qui n'avons pas d'agenda politique et qui n'ont pas aussi les mêmes contraintes que ces gens-là. Ça, c'est la réalité. Mais je pense qu'une chose est très claire, en tout cas, à mon avis, sur la base de l'expérience que j'ai pu avoir, je travaille quand même sur le continent depuis 25 ans, les gouvernements qui arrivent à faire des réformes sont les gouvernements qui arrivent à pérenniser des acquis économiques, des acquis politiques, des acquis institutionnels, des acquis sociaux. C'est à travers les réformes qu'on pérennise les acquis. Les mesurettes ou les mesures, je dirais, extraordinaires ou les mesures conjoncturelles en général ne sont pas des mesures qui durent par définition. Donc qui arrivent à résoudre le problème temporairement, le temps d'une élection, le temps d'une saison de pluie, le temps d'une année scolaire, le temps d'une période des examens, etc. Et ça, je pense que le gros problème qu'on a en Afrique, c'est souvent ça. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une nouvelle génération de leaders sur le continent qui commence à arriver, et des leaders qui sont courageux et qui font des réformes, et je pense qu'il faut ça de plus en plus. Voilà, ça c'est vraiment... sinon, on se trompe de combat,
on atténue un peu les tensions, un temps soit peu, mais fondamentalement, on n'a pas changé les choses au niveau de nos populations. Le gouvernement parle dans son PSE d'infrastructure. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est l'une des réformes aussi qu'il faut amener au Sénégal, mettre des routes un peu partout, les rails, pour permettre aux Sénégalais d'avoir des voies de communication plus fluides? Vous savez, moi, je suis un adepte des infrastructures. Quand je suis arrivé au Sénégal en 2004, on mettait 3h30 entre Rufisque et la Padoue. Et j'avais dit à l'époque que si la Banque mondiale devait financer un seul projet au Sénégal, pendant mes 4 ans, ce serait l'autoroute. Je reviens 5 ans plus tard. Je suis très content de voir que l'autoroute, en tout cas, je pense qu'unanimement, les gens ont salué cet investissement. Et parce qu'on a fait l'autoroute, la Corniche, Malixi-Sirnos, l'extension VDN, toutes ces infrastructures devenaient cohérentes. Parce que vous-même, vous avez beaucoup travaillé sur ça. C'est important de le rappeler. On s'est investi, en tout cas personnellement. Je pense que des gens comme Amina Tanyan, le ministre Ablaye Diop, le savent. Ça a été des discussions très chaudes, très âpres, parce qu'il y avait beaucoup de résistance contre ce projet. Donc les infrastructures, il faut le faire. Mais on ne fait pas une autoroute pour faire une autoroute. La dame qui produit des maraîchers dans les Niayes, cette dame, elle peut livrer sur Dakar 3 camions par jour. Mais avant, l'autoroute, son camion faisait... Il arrivait à Dakar, devait rester la nuit pour rentrer la nuit, revenir le lendemain. Donc, on fait une rotation par jour. Mais aujourd'hui, on fait 3-4 rotations par jour. L'autoroute, c'est important parce que cette dame travaille dans le secteur agricole, mais cette dame, elle travaille avec des petits producteurs qui, eux, ont des familles dans le monde rural. Donc, ça permet d'injecter de l'argent dans le monde rural. Donc, il ne faut pas voir l'autoroute en termes de béton, une autoroute pour des 4x4 qui roulent à vive allure. Une autoroute, ça permet aussi de fluidifier le trafic. En fluidifiant le trafic, on baisse les coûts, on améliore l'accès aux produits, au marché, etc. etc. Ça permet aux touristes qui font Paris-Dakar et qui restent 4h30, 5h dans l'avion, de ne pas faire 4 heures entre l'aéroport de Dakar et Saly. Voilà, c'était ça la situation avant l'autoroute. À l'époque, on avait fait une étude où 80% des touristes ne revenaient pas au Sénégal. Alors que le tourisme, c'est revenir cette année, l'année prochaine on revient avec les amis, l'année d'après on revient avec les voisins, après on revient avec les gens avec qui on a fait le bac. C'est ça, dans tous les pays où le tourisme se développe, c'est parce que les retours sont importants. Et chaque fois que les gens reviennent, ils reviennent avec d'autres personnes. Mais l'étude nous avait démontré que 80% des touristes qui venaient au Sénégal à l'époque, avant l'autoroute, ne revenaient plus. Et la question qu'on leur avait posée, c'était pourquoi? Les hôtels sont corrects, on mange très bien au Sénégal, le climat est agréable, mais le temps qu'on mettait de l'aéroport de Paul Sédar Senghor à Saly décourageait la plupart de ces touristes. Ils étaient en bus, ils avaient l'impression que ça ne bougeait pas. Quand ils sortaient de l'aéroport, c'était le chaos, etc., etc. Donc tout ça, c'est des choses, je pense, qui ont été corrigées et qui permettent de croire véritablement, avec des infrastructures modernes de qualité, qu'on va fluidifier cette économie. Alors ça passe par des autoroutes, ça passe effectivement par le chemin de fer, pour que le Sénégal soit mieux connecté avec le reste de la région. Ça passe peut-être aussi par un pont sur le fleuve Gambie, c'est tout à fait nécessaire. Ça passe par un pont pour connecter avec la Mauritanie, etc., etc. Donc le Sénégal reste quand même un des pays les plus enclavés, qu'on le veuille ou pas. C'est extrêmement difficile d'aller au Mali, d'aller en Mauritanie, il faut prendre le bac, en Gambie n'en parlons pas, etc. Donc je pense que les infrastructures, pour que le Sénégal puisse pleinement jouer son rôle vraiment d'économie de transit, d'économie moderne, il faut mettre l'accent sur les infrastructures. Parce que les infrastructures facilitent le développement d'autres secteurs. Là, quand on met 1h30 pour aller en salle de classe, c'est clair que le secteur de l'éducation ne peut pas se développer si les gens n'arrivent pas à l'école à l'heure. Vous voulez des administrations performantes, avec des gens qui viennent au travail avec 2h30 de retard, et qui à 16h ne travaillent plus parce qu'ils doivent rentrer, parce qu'ils savent qu'il leur faut 2h30 pour rentrer chez eux. Même chose pour le commerce. Donc les infrastructures, il faut comprendre les infrastructures dans leur sens globalisant, et pas voir seulement le béton. J'ai entendu dans certains pays, on disait non, on ne mange pas la route.
On fait des routes partout, mais nous, on ne mange pas la route. Les Sénégalais, là-bas, on pose aussi le problème du coût. Les chauffeurs de taxi ou les chauffeurs de camion disent aujourd'hui que le coût de passage est très cher, qu'ils ne peuvent pas le faire. Je pense qu'il y a eu des études, ce qu'on appelle des études non seulement des études de trafic, mais il y a eu des études qui ont analysé la capacité de paiement de ceux qui empruntent l'autoroute. Bon, d'abord, il y a une voie secondaire, donc vous n'êtes pas obligé de prendre l'autoroute. J'ai bien compris. Si vous voulez faire 1 heure et demie sur la voie parallèle, bon. Mais si peu de gens empruntent l'autoroute, ça vous coûte moins secondaire, les embouteillages restent là. Maintenant, je pense qu'une autoroute, c'est un investissement. Il faut maintenir la qualité de cet investissement, pas pour 2 ans, pas pour 3 ans, mais pour 25, 30 ans. Donc ça exige qu'il y ait un financement pour maintenir la qualité de cet ouvrage. Je pense qu'il faut qu'on intègre le fait que le développement, ce n'est pas quelque chose de gratuit. Je veux dire, quand on fait un investissement, que ce soit dans la santé, dans l'éducation, dans l'agriculture, ça a un coût. L'État aujourd'hui ne peut pas faire face à tous ces coûts. Si l'État doit tout payer, ben c'est vos impôts qui sont multipliés par 3, par 4, par 5. Okay? Donc quelque part, il faut que la société, il faut que le citoyen mette la main à la poche. S'il veut se doter, je dirais, d'un environnement qui est favorable à son épanouissement personnel, mais s'il veut se doter d'un environnement qui est favorable à son développement économique en tant que citoyen. Donc ça, c'est une réalité. Maintenant, je suis d'accord que l'État doit s'assurer que les indigents, les plus démunis, ne sont pas totalement exclus de ce processus de développement. C'est pour ça que quand vous payez certaines taxes, aujourd'hui, quand vous avez une voiture qui fait 12 chevaux, vous payez plus cher qu'une voiture qui fait 4 chevaux ou 5 chevaux ou 6 chevaux. C'est une forme de redistribution. Ça permet à l'État de redistribuer un certain nombre de ressources et de faire payer aussi ceux qui peuvent payer. Donc je pense que ce modèle est un modèle intéressant qu'il faut certainement affiner, mais on ne va pas dire non, on ne peut pas se développer parce que ça coûte cher. Non, on ne va pas faire le chemin de fer parce que ça coûte cher. Non, on ne peut pas faire le pont sur le fleuve Gambie parce que ça coûte cher. Ça coûte cher, les infrastructures coûtent cher. Peut-être qu'on aurait dû le faire il y a 20 ans, il y a 30 ans. Ce n'est pas le cas. On peut faire le constat que ce n'est pas le cas. On fait quoi? On fait juste le constat et puis on arrête, on ne travaille plus. On dit bon, on ne l'a pas fait, ça a peut-être été une erreur stratégique. Ça coûte cher aujourd'hui, mais mieux vaut le faire aujourd'hui que d'attendre 10 ou 15 ou 20 ans pour le faire, parce que ça coûtera encore plus cher. Donc je pense que c'est ce genre de démarche, je pense qu'il faut encourager, et je crois savoir que les autorités sont un peu dans cette dynamique. Dans la politique de mise en place d'infrastructures, le gouvernement dit que les Chinois ont donné plus de 2200 milliards de francs CFA. Les privés sénégalais s'inquiètent du fait que souvent quand les Chinois financent de grosses infrastructures, c'est les entreprises qui viennent les mettre en place et que le privé local n'est pas associé dans la fabrication. Je pense que l'expérience a démontré que jusqu'à récemment, en tout cas, c'était une préoccupation légitime. On a vu des chantiers, effectivement, qui étaient totalement gérés par des entreprises chinoises, y compris avec des manœuvres chinois. Il y a 10 ans, c'était le cas. J'étais au Cameroun, le carrefour de Bastos a été fait, je passais devant tous les jours. Je ne voyais pas de Camerounais. Bon, je pense que les Chinois ont aussi tiré les enseignements quand même de ces approches-là. Aujourd'hui, vous avez des infrastructures qui sont financées par les Chinois avec leur savoir-faire technique, où quand même il y a des ingénieurs nationaux, il y a une main-d'œuvre nationale. Et je pense que tout est une question de négociation. C'est du ressort de nos pays de se mettre en face de nos amis chinois et de dire, bon voilà, merci pour vos financements, merci pour votre technologie, pour votre savoir-faire, mais on veut que dans le cadre de ce projet, qu'il y ait une compétence africaine, sénégalaise, gabonaise, malienne, en fonction du pays où ces investissements se font. Voilà les compétences qu'on peut mettre en face de ce projet, voilà le type de personnel qu'on peut mettre à votre disposition, voilà le type de plan de formation que nous souhaitons pour nos nationaux, etc. Ça, c'est des choses qui se discutent. Je ne vois pas une compagnie chinoise qui dirait, non, nous on vient à condition que tout se fasse par nous. Si tel est le cas, c'est vrai que ceci n'est pas un bon projet, parce que ce n'est pas soutenable. À la limite, l'infrastructure, elle reste. Après, il faut l'entretenir. Qu'est-ce qu'on fait si les gens n'ont pas été formés pour ça? Donc, il faut passer par ça pour faire ce transfert de technologie. Je pense qu'il faut un transfert de technologie, mais déjà, aujourd'hui, il faut des exigences, je pense, qui sont raisonnables, en face desquelles nous, Africains, nous pouvons mettre des compétences sérieuses. Voilà. Parce que, écoutez, les Chinois, ils sont diligents. Ils disent, on fait cette route
on vous la rend le 12 décembre 2014. Le 12 décembre 2014, à minuit, la route est prête. Donc les Chinois, c'est ça. Donc si on veut travailler avec les Chinois, il faut aussi que nous, on se mette dans une logique d'efficacité, de célérité, qu'on respecte des normes. Vous savez, c'est comme ça qu'on est crédible. Parce que ça ne sert à rien de bomber le torso, on est africain, on est chez nous, voilà, ils viennent, ils prennent tous les trucs, et puis après, on vous donne des gens qui travaillent 2 heures par jour, qui vont, parce qu'il y a 3 baptêmes par semaine, ils sont absents 3 jours de la semaine, il y a telle célébration religieuse, etc., etc. Ça ne cadre pas avec l'efficacité, la célérité dans ce type de projet. Est-ce que justement, pour terminer, il ne faut pas seulement critiquer l'approche des autres, mais je pense qu'il faut aussi qu'on voit, est-ce que nous, nos normes opérationnelles, sociales, culturelles, sont adaptées aussi à ce type de projet moderne? Donc ça aussi, c'est des questions qu'il faut se poser pour voir comment nous pouvons nous adapter aussi à ce type d'exigence moderne. Aujourd'hui, la construction d'un pont à des normes techniques de calendrier qu'il faut respecter. Que le pont il soit à Galapagos, qu'il soit au Vietnam, qu'il soit au Sénégal. On ne va pas dire on va faire au Sénégal parce qu'au Sénégal ils travaillent 3-4 jours par semaine, donc on va faire un pont façon. Hein. Voilà, ça ne se passe pas comme ça. Donc si nous, en face de ce type de projet, on peut mettre en place les éléments techniques, financiers, opérationnels, les hommes et les femmes qu'il faut, je pense que les Chinois vont nous respecter et se mettront à table pour bâtir des projets qui sont co-gérés, en tout cas qui sont commentés, si je peux utiliser ce terme. Donc moi, ça ne me fait pas peur, les Chinois. De toute façon, c'est une réalité. Les Chinois sont là. Aujourd'hui, c'est la 2e puissance mondiale en termes économiques. C'est un partenaire important pour beaucoup de pays africains. Il faut compter avec cette donne. Elle est là. Pour certains types de projets, je dirais qu'ils sont même plus efficaces que les bailleurs de fonds traditionnels, notamment pour tout ce qui concerne l'infrastructure, dans le domaine de l'énergie solaire, ils sont à la pointe, etc. Donc il y a des domaines où on gagnerait à travailler avec les Chinois. Par contre, il y a des domaines où ils ne sont pas les plus performants. Si je prends des projets de type à caractère sociaux, si je prends des projets à caractère éducatif, si je prends des projets en matière de décentralisation, c'est clair que dans d'autres types de coopération, il y a beaucoup plus d'expérience parce qu'il y a ces pratiques-là qui sont beaucoup plus connues dans certains pays. Par exemple, la France a une politique de décentralisation qui ne date pas d'aujourd'hui, qui a donné des résultats intéressants. C'est clair que pour ce type de projet, un accompagnement de ce type de coopération sera beaucoup plus utile, je pense, pour nos pays, qu'un accompagnement, par exemple, de la Chine ou d'une autre coopération qui n'a pas cette pratique au plan historique. Donc voilà, c'est à nous de savoir choisir nos partenaires, de dire les Chinois on les veut là, les Français on les veut là, la Banque mondiale on la veut là, la coopération japonaise on la veut là, le FIDA, ah oui, ils sont intéressants pour la petite agriculture, les femmes, les jeunes, etc. Donc on les veut là. C'est à nous, dirigeants. Mais si nous on ne fait pas ces choix, mais les gens vont nous imposer leur vue, et c'est tout à fait normal. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de compétition justement entre les Chinois et les bailleurs de fonds traditionnels aujourd'hui? Les Chinois disent qu'ils sont prêts à tout financer. L'essentiel, qu'on nous dit ce qu'ils veulent, on va le faire. Et les bailleurs de fonds traditionnels posent les conditionnalités, là où le Chinois ne pose pas certaines conditionnalités. Écoutez, moi je dis, la compétition est saine. C'est au pays d'en profiter. C'est au pays d'en profiter. Si je suis une république Y et que j'ai 3-4 bailleurs de fonds qui viennent vers moi pour me dire je vais vous financer ça, ben, je me mets avec mon équipe et je dis bon, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on soumet à lui, qu'est-ce qu'on soumet à celui-là. C'est ce travail d'analyse, je pense, que nous devons faire. Mais on ne peut surtout pas dire on ne va pas travailler avec les Chinois parce que les autres partenaires ne veulent pas qu'on travaille avec les Chinois. Il n'en est pas question. Pourquoi? Les autres partenaires ne sont pas prêts à financer tout notre développement. Aujourd'hui, si je prends toute l'allocation de la Banque mondiale sur le Sénégal, ça vous finance, on finance dans le secteur de l'éducation, de la santé, des infrastructures, etc. Mais quand on regarde les différents projets, c'est des projets de 50-80 millions de dollars. Sur un an, on a mis maximum au Sénégal 200 millions de dollars. 200 millions de dollars, c'est 100 milliards de francs CFA. Si je prends la route à réhabiliter entre Dakar et Kaolack, c'est plus de 300 milliards. Donc ça, c'est des choses aussi, on ne peut pas dire on ne va travailler qu'avec la Banque mondiale. Parce que les allocations de la Banque mondiale, de la BAD, de la BID, du FIDA ne permettent pas à elles seules de financer tous les besoins du Sénégal. Donc c'est tout à fait légitime que le Sénégal se tourne
non seulement vers ces bailleurs de fonds traditionnels, mais vers la Chine, vers le Brésil, vers la Malaisie, vers l'Inde, etc., qui apportent aussi des financements innovants sur certains types de projets. Mais au-delà des bailleurs de fonds traditionnels et non traditionnels, aujourd'hui, je pense que les pays doivent être ouverts à aller vers des fonds d'investissement, à aller sur le marché pour mobiliser des ressources. Aujourd'hui, les besoins de financement sont tels que mais le problème on ne peut plus compter sur un bailleur de fonds. Quand on a vu que dans certains pays africains, quand les Chinois commencent à s'installer dans certains secteurs, derrière il y a toujours la déstabilisation de ces pays. On regarde aujourd'hui en Centrafrique ce qui s'est passé. Quand Kadhafi a décidé de donner les puits de pétrole aux Chinois, on a vu ce qui lui est arrivé aujourd'hui. Certains ont peur justement que derrière c'est l'implantation des Chinois qu'il y ait de déstabilisation qui disparaît ou non. Écoutez, ça je dirais c'est les conversations, si vous voulez. C'est le constat, mais les raisons de ce constat ne sont pas les mêmes si je vous donne mon interprétation à moi. Parlons de la RCA. La RCA est un pays, depuis 40 ans, qui n'a connu que des coups d'État, des rébellions, une gouvernance qui a été vraiment en tout cas l'une des plus pauvres que je... Mais avec des intérêts derrière, des fils ficelés. La RCA, c'est 3 millions d'habitants, c'est je ne sais pas combien de centaines de milliers de kilomètres carrés. Ne pensez pas que le monde entier se focalise pour déstabiliser la RCA. Ça, c'est un mythe. Je pense qu'il faut déjà... Mais il n'y a pas plus d'or qu'au Ghana, il n'y a pas plus de diamants qu'en RDC, il n'y a pas plus de bois qu'au Cameroun. Donc, ça ne peut pas être ça. Il y a peut-être des raisons qui font que certains convoitent les ressources de ces pays-là et ne jouent pas nécessairement, si vous voulez, le jeu d'une République centrafricaine stable, prospère, avec des vraies institutions, avec des vrais contre-pouvoirs. Il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec ça. Mais ce n'est pas toujours la faute aux autres. La RCA, on peut se poser des questions. Les coups d'État, les rébellions, depuis l'époque de Bokassa, je veux dire, il y a un moment, il faut que nous, Africains, on se dise quand même, quel a été notre rôle dans tout ça, nous ? Est-ce que quelque part, on a une petite faute dans tout ça ? Tant qu'on va continuer à blâmer les gens, je pense qu'on ne va pas s'en sortir. Et puis les gens, ce n'est pas des enfants de cœur. Si vous laissez votre voisin profiter de vous, de venir se garer dans votre parking et vous ne dites rien, il viendra se garer dans votre parking. S'il doit empiéter sur votre parcelle et que vous ne dites, il viendra empiéter sur votre parcelle, c'est votre comportement aussi qui dicte l'action des autres. Il y a des pays qui ont des ressources, mais qui n'ont pas connu les mêmes déboires que la RCA. Ça aussi, il faut le reconnaître. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ont des ressources, parce qu'ils ont des ressources, ils sont déstabilisés. Je pense que cette équation, à mon avis, elle est un peu trop facile. C'est bon dans les conversations, dans un bar, quand c'est un peu animé, on dit ouais, les Blancs, ils viennent, ils sont là pour nos ressources, etc. Moi, j'ai dit une fois, il faut pas qu'on se leurre. L'Afrique, c'est important, on a des ressources, on a des matières premières, mais si le RCA disparaît aujourd'hui, le monde ne va pas s'arrêter de fonctionner. Pensez que le monde va s'arrêter parce que la RCA a disparu. Par contre, les Centrafricains, ça ne sera pas bon pour eux. Donc je pense qu'il y a un moment, il faut qu'on arrête toujours de blâmer les autres, qu'on fasse notre autocritique, qu'on dise nous, qu'est-ce qu'on a fait? Quand on prend la machette contre son frère, est-ce que c'est le blanc qui est venu, qui t'a mis la machette dans la main pour que tu la prennes contre ton frère? Quand les musulmans et les anti-Balaka et les Séléka se tournent les uns contre les autres aujourd'hui, est-ce qu'il y a un moment, à la limite, on peut dire, même si ça a été encouragé par les autres, je peux déposer ma machette et dire, moi je refuse de tuer mon frère. Donc il y a des moments, il faut commencer à faire notre autocritique. Moi, j'ai connu beaucoup de pays. Je pense que les pays qui ont le courage de reconnaître aussi leurs torts avant de blâmer les autres sont les pays qui arrivent à s'en sortir progressivement, font leur mea culpa, trouvent des solutions, trouvent des formules internes de cohésion sociale qui font que les gens ont envie de revivre ensemble, etc. Ça, c'est des choses qui ne vont pas nous être dictées par l'étranger, par les Nations Unies, par la communauté internationale, par je ne sais quelle force. Ça, c'est des forces qui vont, je dirais, un temps soit peu, encore une fois, colmater les choses. Mais dans la durée, ces gens ne seront pas là. Qu'est-ce qu'on fait quand ces forces sont pas là? On parlait tantôt de courage, vous l'avez évoqué dans vos propos. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans nos pays, tant qu'on continuera dans la zone CFA, où notre monnaie est convertible,
aujourd'hui on ne pourra pas s'en sortir parce que les pays africains n'ont pas ce qu'on appelle l'indépendance monétaire. Écoutez, la monnaie est une question extrêmement complexe. Je ne vais pas trop m'aventurer là-dessus parce qu'on n'aura pas le temps de la discuter vraiment en profondeur. Tout ce que je peux dire, c'est qu'une monnaie stable est une bonne chose pour une économie. Une monnaie qui vous permet d'échanger avec le reste du monde est une bonne chose. En tout cas, c'est mieux d'avoir une monnaie qui vous permet d'échanger que d'avoir une monnaie que personne ne veut. Il y a des principes, encore une fois, qui sont fondateurs, qui ne trompent pas. Je pense que nous devons consolider ces principes et nous devons voir aussi comment le continent peut mieux échanger avec le reste du monde. Mais avant ça, comment nous pouvons échanger avec nous-mêmes? On veut que le monde ouvre ses frontières aux produits africains, mais il y a des pays qui sont voisins où vous ne pouvez pas rentrer avec le produit de votre pays. On le sait. Vous allez à la frontière ici à Kidira, moi je fais souvent la route, ou entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, vous avez des camions mais sur des dizaines de kilomètres qui attendent. Pourquoi? On est pourtant dans la même zone économique, monétaire et douanière. Pourquoi il y a des barrages où les camions attendent 3 jours qu'on vérifie ce qu'ils ont? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des situations de rente. Il y a des gens qui touchent chaque fois qu'un camion passe. Vous le savez, moi je le sais. Tous ceux qui font la route le savent. Ça décourage l'initiative, ça décourage les échanges, ça renchérit les coûts pour les populations, etc. Ça, c'est des mesures fortes. Je parlais de réformes courageuses qu'il faut prendre. Je vous donne, ça c'est un exemple de réforme. Avec la volonté politique, on peut faire sauter ce genre de barrières au niveau de toute la sous-région. Donc la CEDEAO ne marche pas comme elle devait marcher. En tout cas, comme elle devait le marcher, non. La CEDEAO, c'est vrai, c'est une zone qui, au niveau de la liberté vous allez en Côte d'Ivoire, un peu partout, au Nigeria, sans visa. Mais sur le plan économique, allez demander aux transporteurs, allez demander à l'éleveur qui veut rentrer avec son bétail, etc. Si pour lui la CEDEAO marche. Voilà. Donc il y a encore du chemin à faire. Et je dis, les réformes les plus difficiles sont à ce niveau-là. Parce qu'on a quand même des situations de rente extrêmement importantes qu'il faut sauter. Et ça demande une certaine volonté politique. La solution technique, on la connaît. On sait exactement ce qu'il faut faire. Mais souvent, la volonté politique n'y est pas. Et ça, c'est les réformes courageuses dont je parlais. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a d'autres au niveau de chaque secteur. Je pense que, encore une fois, pour terminer là-dessus, une économie a besoin de stabilité, de visibilité. Les populations ont besoin qu'on règle leurs problèmes pressants d'eau, d'électricité, de santé, d'éducation, pour passer à la réflexion sur des problèmes de deuxième génération. On parlait d'Internet aujourd'hui, c'est très bien, mais demander à quelqu'un qui ne mange pas, qui ne peut pas se soigner, qui dort au clair de lune, Internet pour lui, c'est pas la priorité des priorités. Voilà, donc je pense qu'il faut agencer tout ça et les autorités, en tout cas, encore une fois, réfléchissent sur ces questions-là, savent ce qu'il faut faire. Vous n'êtes pas plus intelligent que ces autorités, moi non plus. Donc les gens savent ce qu'il faut faire. Tout ça est bien écrit dans les... Pourquoi mais la question, c'est encore une fois une question de mise en œuvre. Pourquoi cette incapacité? Non, mais on en a parlé. Parce que, encore une fois, ces réformes sont difficiles. Ces réformes touchent à certaines situations de rente. Ces réformes sont souvent politiquement difficiles à gérer. Et ça fait que, bon, c'est peut-être plus facile pour nous d'en parler parce que nous ne sommes pas des politiques. Nous n'avons pas de chapelle à protéger ou en tout cas d'élections en vue. Donc c'est peut-être plus facile parce que bon, nous sommes des théoriciens, on réfléchit peut-être. Mais les solutions, elles sont connues. Encore une fois, elles sont connues. Je pense que le leadership qui aura le courage de prendre à bras le corps ces questions-là, quitte à prendre des coups, à perdre une élection, je pense que c'est ça qui restera pour la postérité. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM, où je rappelle que M. Madani Tall est maintenant en conseil stratégie. Son cabinet s'appelle MM Tall, Madani Macky Tall, ex-représentant de la Banque mondiale au Sénégal, en Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Merci à vous qui nous avez suivis de chez vous pour décortiquer un peu l'actualité africaine économique. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné. Au revoir.